Je m'appelle Jenna. J'ai 29 ans. Et la veille du Nouvel An, ma propre mère m'a invité à dîner juste pour pouvoir me démolir. L'endroit était agréable. Tout le monde était sur son 31. Des coupes de champagne partout. Et je pensais vraiment que cette année serait peut-être différente. Puis elle s'est penchée près de mon oreille et a chuchoté d'un ton presque doux, « Nous t'avons invité uniquement par pitié. Ne reste pas trop longtemps, d'accord ?» Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais mal entendu, jusqu'à ce que je voie le petit sourire amusé sur son visage. Mon frère a éclaté de rire à table et a dit, « J'étais en gros le raté de la famille, celui qui n'a jamais réussi, celui qu'ils ont dû secourir et cacher. » Quelques proches ont gloussé. Quelqu'un n'a marmonné qu'au moins, j'étais arrivé à l'heure pour une fois. C'était comme s'ils s'étaient tous mis d'accord pour que je sois la blague de la soirée. Je suis resté assise là, tenant mon verre, sentant chaque mot atterrir comme un coup de poing. Et puis quelque chose en moi est devenu très, très calme. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi ils continuaient à m'utiliser comme un accessoire pour se sentir supérieur. J'ai souri, j'ai pris une lente gorgée de ma boisson, j'ai posé le verre et je leur ai dit que je devais me lever tôt le lendemain. Pas de drame, pas de scène. Je suis sorti de ce restaurant, seul dans l'air froid, avec leur rire qui résonnait encore derrière moi. Ils pensaient que je partais parce que j'étais faible. Ils n'avaient aucune idée que cette nuit-là, j'avais finalement atteint mes limites. Ils n'avaient aucune idée qu'une semaine plus tard, le douillet chalet familial qu'ils aimaient tant aurait disparu. Les comptes dont ils dépendaient seraient fermés et ces jolis relevés bancaires commenceraient à arriver. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous raconterai exactement comment un dîner du Nouvel An s'est transformé en la semaine où leur argent a disparu. Une semaine après ce dîner du Nouvel An, j'étais assise sur le canapé affaissé de mon minuscule appartement de Seattle quand mon téléphone a commencé à devenir fou. Au début, ce n'était qu'un appel de ma mère, puis un autre, puis 3, coup sur coup, depuis le portable de maman. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, le nom de mon frère s'est affiché à l'écran. Puis encore, et encore. Pendant qu'il vibrait dans ma main, mes notifications de courriel ont explosé avec de nouveaux messages de la banque. Des objets comme « Avis urgent »,« Modification de compte » et « Relevé disponible » illuminaient l'écran de mon ordinateur portable. J'ai finalement répondu à l'un des appels de ma mère, et tout ce que j'ai entendu, c'était une respiration paniquée et sa voix dans ce registre hystérique qu'elle ne réserve habituellement que lorsque quelque chose menace son image. « Jenna, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié. « As-tu la moindre idée de ce qui se passe ? Le chalet a disparu. Tu me comprends ? Disparu. Il y a des étrangers au lac Chaland qui disent être les nouveaux propriétaires. Ils ont des papiers avec ton nom partout dessus. » Puis elle est passée à la crise suivante sans même reprendre son souffle. La banque dit que certains de nos comptes sont fermés. Les comptes joints. Ceux sur lesquels tu étais. Les prélèvements automatiques ont été rejetés. Il y a des frais. Ton père est furieux. Qu'est-ce que tu nous as fait ? En arrière-plan, je pouvais entendre mon père, Martin, aboyer quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer et ma mère lui hurler en retour qu'elle essayait de régler le problème. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ces mots en suspens pendant que je regardais le ciel gris de Seattle et la pluie qui glissait sur la fenêtre. Un autre appel a commencé à vibrer. Cette fois, mon frère Ryan. J'ai raccroché au nez de ma mère et j'ai regardé son nom pulser à l'écran. Comme je ne décrochais pas, il est passé au texto. De longs paragraphes en colère apparaissant les uns après les autres. Tu as ruiné ma cote de crédit. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait à mes clients ? Tu as saboté mes plans d'été, nos voyages en famille, tout. Comment peux-tu être aussi égoïste ? Puis celui qui m'a vraiment fait rire aux éclats, tout ça parce que tu n'as pas supporté une blague inoffensive à dîner. J'ai penché la tête en arrière sur le canapé et j'ai fermé les yeux. Une semaine plus tôt, j'étais sorti de ce restaurant avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et actionné un interrupteur. Je suis rentré chez moi, dans mon petit appartement avec ses meubles de brocante et ses tasses dépareillées, j'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et je suis resté là 1 minute, à écouter le silence. Mes mains tremblaient encore quand j'ai ouvert mon ordinateur portable et que j'ai commencé à chercher tout ce que j'avais jamais signé pour cette famille. De vieux courriels de la banque, des copies numériques d'actes de propriété, des captures d'écran de messages de mon père et de mon frère disant « Signe juste ça, ce n'est pas grave. »
J'ai sorti le dossier usé que je gardais au fond de mon placard, celui avec les copies papier de documents que je n'avais jamais vraiment compris mais que j'avais signés quand même parce qu'ils disaient que c'était pour la famille. Cette nuit-là, je les ai enfin lus. Vraiment lus. Le chalet au lac Chaland, l'endroit dont ils aimaient se vanter auprès de leurs amis, n'était pas seulement à mon nom pour des raisons fiscales, comme ils me l'avaient dit. Il était à mon nom. Point final. Ma signature, ma propriété. La ligne de crédit d'urgence familiale que Ryan avait ouverte des années auparavant après que l'une de ses affaires eût mal tourné se trouvait me lister comme co-empruntrice. Le compte joint que ma mère jurait être, juste pour t'aider à bâtir ton crédit, avait été utilisé pour payer leurs vacances, leurs améliorations, leur vie parfaite. Page après page, il est devenu douloureusement clair que je n'étais pas l'échec impuissant qu'ils avaient dépeint de moi au dîner. J'étais le filet de sécurité financier qu'ils avaient discrètement tissé autour d'eux. À un moment donné, j'ai attrapé un stylo et un carnet vierge et j'ai écrit 3 mots en haut d'une nouvelle page, reprends-le. En dessous, j'ai commencé une liste. Numéro 1, le chalet. Numéro 2, chaque compte joint à mon nom. Numéro 3, chaque prêt ou facture auquel j'avais été lié sans véritable choix. Je ne connaissais pas encore toutes les étapes, mais je savais que je n'allais pas les laisser continuer à m'utiliser. J'ai pensé à la seule personne en qui j'avais confiance et qui comprenait vraiment ces choses, ma vieille amie d'université Maya, maintenant avocate en ville. Alors que mon téléphone vibrait de colère dans le présent, avec ma mère se lamentant sur les étrangers dans son chalet et mon frère me reprochant sa cote de crédit en baisse, j'ai baissé les yeux sur ce même carnet sur ma table basse. Les 3 premiers éléments de cette liste étaient maintenant soigneusement barrés. Il m'avait invité à dîner juste pour m'humilier. Il pensait que j'allais l'avaler comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, une semaine plus tard, il ressentait enfin ce que c'était que de vivre avec les conséquences de leur propre signature. Le matin après ce dîner, quand l'humiliation s'était finalement transformée en quelque chose de plus froid et de plus acéré, j'ai appelé Maya. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques mois, la vie était devenue chargée mais elle a décroché à la 2e sonnerie comme elle le faisait toujours. Son visage est apparu sur l'écran de mon ordinateur portable. Les cheveux en chignon désordonnés, un sweat à capuche surdimensionné, l'exact opposé des gens polis et soignés avec qui je venais de dîner la veille. Elle a d'abord souri et a dit qu'elle avait l'intention de m'appeler de toute façon. Puis son sourire s'est estompé quand elle a vu mon visage. « Que s'est-il passé, Jen ?» a-t-elle demandé. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé du dîner, des chuchotements et des blagues, et du fait que ce n'était même pas la première fois, juste la plus bruyante. Je lui ai raconté comment, chaque fois que l'entreprise de mon frère avait un pépin, mon nom finissait d'une manière ou d'une autre sur une autre faveur. J'ai regardé son expression passer de l'inquiétude à quelque chose de plus concentré alors que je tournais la caméra pour lui montrer les piles de documents étalés sur ma table basse, actes de propriété, relevés de prêt, résumés de comptes joints, tous avec mon nom imprimé nettement à des endroits où je me souvenais à peine avoir signé. Maya est passée du mode ami au mode avocate en environ 2 secondes. Ralenti, a-t-elle dit. Explique-moi ce que sont chacun de ces documents. Nous avons tout passé en revue, ligne par ligne, l'acte de propriété du chalet du lac Chaland, où mes parents avaient toujours prétendu que mon nom y figurait parce que, tes grands-parents voulaient que tu sentes qu'il était aussi à toi. Mais quand Maya a zoomé sur la copie numérisée que je lui avais envoyée par courriel, elle a juré à voix basse. Jenna, a-t-elle dit, ce n'est pas pour des raisons fiscales. Cet acte dit que tu es la propriétaire, pas la copropriétaire. La propriétaire. Elle m'a interrogé sur la ligne de crédit conjointe avec Ryan, celle qui avait été ouverte juste pour les urgences. Je lui ai raconté que je ne voyais jamais un seul relevé, sauf si quelque chose n'allait pas, et comment mes parents me repoussaient d'un geste de la main si je posais trop de questions. Elle m'a fait ouvrir le tableau de bord de la banque en ligne et partager mon écran. Elle m'a fait défiler les transactions qui se lisaient comme un florilège de leur vie, vol, séjour à l'hôtel, surclassement, achat de Noël, le tout sur un compte lié à mon numéro de sécurité sociale. Plus nous cliquions, plus ma poitrine se serrait. Finalement, Maya s'est penchée en arrière dans son fauteuil et s'est frotté le front. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce que nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas faire exploser ta vie juste pour prendre notre revanche. Nous allons suivre les documents. Nous allons faire ça proprement. Elle m'a fait ralentir assez longtemps pour prendre des notes comme s'il s'agissait d'une réunion avec une cliente, pas seulement de 2 vieilles amies qui discutaient. Le chalet, a-t-elle expliqué, était légalement à moi. Si je choisissais de le garder,
de le rénover, de le louer ou de le vendre, c'était ma décision. Les comptes joints, a-t-elle dit, étaient plus délicats mais toujours assez clairs. Si mon nom y figurait, j'avais le droit de les fermer ou de me retirer, surtout si je pouvais prouver qu'ils avaient été ouverts sous pression ou sans mon consentement total. J'ai demandé très doucement si cela signifiait que je pouvais débrancher le filet de sécurité financier qu'ils avaient construit autour de moi sans me le dire. Maya a hoché la tête. Tu ne dois à personne l'accès à ton crédit ou à ton nom, même pas à ta famille, a-t-elle dit. S'ils voulaient jouer à des grands jeux financiers, ils auraient dû utiliser leur propre signature, pas la tienne. Puis elle a hésité, se mordant la lèvre une seconde avant d'ajouter, il y a une chose que tu pourrais faire qui les frapperait là où ça fait mal. Mais tu dois être sûr de vouloir aller aussi loin. Elle m'a parlé d'un acheteur payant comptant qu'elle connaissait, un couple du monde de la technologie qui cherchait depuis toujours une résidence secondaire dans cette zone précise, quelqu'un qui pouvait agir vite et payer proprement si le bon endroit se présentait. Le genre d'offre dont des gens comme mes parents se vanteraient pendant des années s'ils en étaient les auteurs. Si tu veux vraiment t'en sortir, a dit Maya, je peux les appeler. Nous pouvons mettre le chalet en vente discrètement, préparer les papiers et conclure rapidement. Légalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose si l'acte de propriété dit ce que je pense qu'il dit. Je suis restée assise là, à me mordre l'intérieur de la joue, pensant aux étés passés dans ce chalet avec mes grands-parents, les seules personnes qui m'aient jamais fait sentir que je n'étais pas la déception de la famille. J'ai pensé à mes parents utilisant cet endroit comme toile de fond pour des photos de famille parfaites, les publiant en ligne comme si j'étais juste trop occupée pour rejoindre leur vie merveilleuse. Le vendre, c'était comme trancher le seul doux souvenir que j'avais avec eux, mais le laisser entre leurs mains semblait pire. J'ai demandé à Maya ce qui arriverait aux autres choses si nous procédions à sa manière. Elle a exposé le plan comme une recette simple. D'abord, nous préparons la vente du chalet et fixons une date de clôture. Ensuite, nous contactons les banques pour fermer chaque compte joint et te retirer de tout ce à quoi tu n'aurais jamais dû être lié. Puis nous documentons tout. Chaque appel, chaque courriel. S'ils essaient de s'en prendre à toi, nous montrerons exactement comment ils ont utilisé ton nom et ton crédit pendant des années. Quand elle a eu fini, mon carnet était plein de lignes, de flèches et de puces. Le mot « mien » était encerclé 3 fois autour du chalet. J'ai regardé cette page en désordre, puis l'écran. Je ne veux pas les détruire, ai-je dit doucement. Je veux juste qu'ils arrêtent. Maya a soutenu mon regard et a répondu, parfois, la seule façon pour des gens comme ça d'arrêter, c'est quand les conséquences atterrissent enfin sur leur propre paillasson. Tu ne leur voles rien, Jenna. Tu reprends ton propre nom. Je suis resté avec cette pensée pendant une longue minute, le silence s'étirant entre nous. Finalement, j'ai hoché la tête. Appelle tes acheteurs, ai-je dit. Voyons à quelle vitesse ils peuvent agir. Maya n'a pas perdu de temps. Le matin après notre appel, elle m'a envoyé un court message qui m'a retourné l'estomac, ils sont intéressés. Peux-tu passer cet après-midi? 2 heures plus tard, j'étais assise dans un coin tranquille de son bureau, un dossier sur les genoux, pendant qu'elle faisait défiler des photos du chalet du lac Chaland sur son ordinateur portable pour un couple d'une 30aine d'années. Ils étaient exactement le type de personnes à qui mes parents auraient adoré vendre eux-mêmes, élégants et excités, parlant des étés au bord du lac et de la possibilité de le louer comme une retraite créative pour les travailleurs de la tech. Une partie de moi voulait claquer l'ordinateur portable et leur dire non, que cet endroit était trop enchevêtré dans ma vie pour le céder si facilement. Mais chaque fois que cet instinct montait, j'entendais à nouveau la voix de ma mère à ce dîner, le mot « pitié » s'enroulant comme de la fumée dans mon oreille, et le rire de Ryan quand il m'a traité de raté. Alors, au lieu de cela, j'ai écouté. Maya a présenté les choses clairement. La propriété était à mon nom, les impôts à jour, aucune hypothèque. Les acheteurs avaient leur financement prêt, mais ils avaient aussi assez de liquidités pour agir vite si nécessaire. Quand elle leur a annoncé le prix qu'elle pensait que nous pouvions raisonnablement demander, j'ai vu leurs yeux s'illuminer de ce regard avide de « c'est une bonne affaire ». En moins d'1 heure, nous rédigions une offre. Alors que nous passions en revue chaque page, Maya a pris le temps de me traduire le jargon juridique en langage simple. « C'est ici que tu reconnais être l'unique propriétaire », a-t-elle dit en tapotant un paragraphe. « C'est ici que tu acceptes de transférer le titre de propriété. Si tu signes, ce n'est plus à eux de le contrôler, Jenna. C'est ta décision, ta vente. » Ma main a un peu tremblé quand j'ai pris le stylo, mais j'ai signé quand même. Au moment où j'ai quitté son bureau,
le chalet qui avait été brandi au-dessus de ma tête pendant des années comme preuve de la famille généreuse que j'avais été en passe d'appartenir à quelqu'un qui ne connaissait même pas le nom de mes parents. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour commencer la deuxième partie de la liste, les comptes joints. J'ai commencé par le plus facile à digérer, la carte de crédit familiale qui avait été utilisée pour tout, des vacances à la plage aux factures de restaurants que je n'avais jamais vues. J'ai appelé la banque, leur ai donné mes informations et leur ai demandé quelles étaient mes options pour la fermer. La femme au bout du fil était polie de cette manière détachée du service client jusqu'à ce qu'elle consulte le compte et réalise qui j'étais. « Oh » a-t-elle dit, « vous êtes la titulaire principale. » J'ai cligné des yeux. « Attendez, quoi ? On m'avait toujours dit que mon nom y figurait, pour t'aider à bâtir ton crédit. Personne n'avait mentionné que c'était techniquement mon compte, avec mes parents et Ryan comme utilisateurs autorisés. Une fois que j'ai compris cela, la conversation a changé. Je lui ai dit très calmement que je voulais fermer complètement la carte. Elle m'a averti au sujet du solde, de la nécessité de le rembourser, et du fait que les utilisateurs autorisés seraient informés. J'ai écouté, j'ai acquiescé là où il le fallait, et j'ai répété que oui, je comprenais, et que oui, je voulais toujours la fermer. Ensuite, il y avait la ligne de crédit que Ryan avait ouverte après que l'une de ses premières affaires eut mal tourné, celle qu'on m'avait vendue comme « juste une chose à court terme », juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Le banquier au téléphone a confirmé ce que Maya avait soupçonné, j'étais co-empruntrice, entièrement responsable. Ryan avait été celui qui l'utilisait comme une porte-tambour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit que je voulais que mon nom soit retiré et que le compte soit gelé jusqu'à ce que la banque puisse évaluer le risque sans mes informations. Ils ont d'abord résisté, puis ont cédé lorsque j'ai mentionné quelques phrases que Maya m'avait données sur le consentement et l'abus. Un par un, j'ai parcouru la liste. Les factures de service public du chalet sous mon numéro de sécurité sociale. Un compte chèque de secours que mes parents avaient ouvert avec mon nom et leur argent, l'utilisant comme un compte de passage pour les dépenses afin de pouvoir faire circuler de l'argent entre les comptes. Chaque fois qu'un représentant me disait que mon nom figurait sur quelque chose que je me souvenais à peine d'avoir signé, c'était comme une petite claque. Chaque fois que je réussissais à fermer quelque chose ou à me retirer, c'était comme faire un pas de plus hors d'un filet dans lequel je ne savais pas que j'étais empêtré. J'ai tout documenté, exactement comme Maya me l'avait dit. J'ai sauvegardé les journaux d'appel, les courriels de confirmation et les captures d'écran des modifications de compte. Au début, cela semblait mesquin, comme si je constituais un dossier contre ma propre famille. Mais au fil de la journée, cela a commencé à ressembler à autre chose. Cela ressemblait à la preuve que je n'étais pas folle, que je n'avais pas imaginé la façon dont ils avaient discrètement lié leur sécurité financière à mon identité. Quand je me suis enfin penché en arrière de mon ordinateur portable, le soleil dehors s'était estompé dans cette soirée grise et sombre de Seattle. Mon carnet était ouvert à côté de moi, les 3 premiers éléments de ma liste barrés à l'encre épaisse. Le chalet, vendu en attente de clôture. La carte de crédit conjointe, sur le point d'être fermée. La ligne d'urgence avec Ryan, gelée pour examen. Dans un univers parallèle, je savais qu'ils étaient probablement encore assis dans leur maison confortable, se disant que j'étais dramatique, que je ne ferais jamais rien de tel. Dans celui-ci, leur escapade préférée changeait déjà de main, et les comptes qu'ils traitaient comme des filets de sécurité invisibles venaient d'être retirés. J'ai fixé les mots griffonnés sur la page, puis la pile de documents sur ma table. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose comme un sentiment de contrôle s'installer dans ma poitrine. Je n'avais pas haussé la voix. Je n'avais pas fait de scène. Tout ce que j'avais fait, c'était signer de mon propre nom et dire un simple mot qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre de ma part, non. Fermer ses comptes et signer la vente du chalet aurait dû être la fin de l'histoire. Mais avec ma famille, rien n'était jamais aussi simple. Maya n'arrêtait pas de me répéter la même chose chaque fois que je lui envoyais une nouvelle mise à jour par texto, des preuves écrites, Jenna. Protège-toi. Elle avait raison. Mes parents étaient le genre de personnes qui se cachaient derrière des phrases comme « loyauté familiale », jusqu'à ce que cela leur convienne de prétendre que nous n'étions que des partenaires d'affaires. Si je voulais que cela tienne, il me fallait quelque chose de plus officiel que des appels téléphoniques et des captures d'écran. Je devais entrer dans le monde auquel ils faisaient le plus confiance, celui des avocats et de la paperasse. Alors, quelques jours après avoir commencé à retirer mon nom de tout, j'ai appelé la seule personne en qui mes parents avaient presque autant confiance qu'en eux-mêmes, l'homme qui rédigeait leur testament et gérait leur planification successorale depuis des années,
Harold Wheeler. En grandissant, j'avais vu son nom sur des enveloppes sur le comptoir de la cuisine et entendu mon père se vanter qu'Harold était le meilleur, qu'il s'assurait que tout serait en ordre quand nous ne serons plus là. J'avais toujours supposé que cela m'incluait, d'une manière ou d'une autre, chaleureuse et réconfortante. Maintenant, je me demandais si cela signifiait autre chose. Quand j'ai appelé son bureau et donné mon nom, il y a eu une pause, puis un changement de ton quand la réceptionniste a réalisé que je n'appelais pas au nom de mes parents. Elle m'a mis en attente, puis est revenue en disant que M. Wheeler avait un créneau plus tard dans la semaine si je pouvais venir. Je le pouvais. Le jour du rendez-vous, je suis entré dans un bureau du centre-ville qui ressemblait à l'intérieur de la tête de mes parents, bois sombre, certificats encadrés, art de bon goût qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Harold lui-même était plus âgé que dans mes souvenirs, ses cheveux plus fins, ses lunettes plus épaisses, mais sa poignée de main était tout aussi ferme. « Jenna, a-t-il dit, votre mère n'a pas mentionné que vous passeriez. » J'ai souri et lui ai dit que c'était un peu le but. Nous nous sommes assis, et j'ai fait ce que j'avais fait avec Maya. J'ai exposé l'histoire, le chalet, les comptes, la façon dont mon nom avait été utilisé. Je n'ai pas mentionné le dîner. Je me suis en tenu au fait et à la paperasse, poussant un dossier soigneusement organisé sur son bureau brillant. Pendant un moment, il a fait ce que font les vieux avocats, émettant de petits bruits de gorge et tapotant les pages avec un stylo pendant qu'ils réfléchissent. Puis il a sorti le vieux testament de mes grands-parents, celui qui avait laissé la propriété du lac Chaland à Jenna pour son avenir. Sur le papier, cela semblait simple. En pratique, mes parents l'avaient traité comme s'ils en étaient les propriétaires, et j'avais juste de la chance d'être invité. Harold a froncé les sourcils en comparant ce document aux plans successoraux plus récents que mes parents avaient établis. À un moment donné, mon nom avait été discrètement déplacé, pas supprimé, mais intégré à d'autres actifs de manière à faire croire que ce qui était à moi était aussi à eux. Il n'a pas prononcé le mot « fraude », mais sa mâchoire s'est crispée d'une manière qui m'a fait comprendre qu'il y pensait. Il m'a interrogé sur les comptes joints. Je lui ai montré où j'avais déjà commencé à fermer des choses, comment la banque avait confirmé que j'étais la titulaire principale sur certains d'entre eux. J'ai vu le moment où il a compris que si quelqu'un y regardait de près, il pourrait être celui qui se trouverait entre mes parents et une conversation très embarrassante avec un régulateur. Il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées lentement, puis a dit très prudemment, « Jenna, je conseille vos parents depuis longtemps. Je les ai toujours encouragés à garder les choses claires et justes. Il semble que leur mise en œuvre n'ait pas été aussi transparente que je l'aurais espéré. » Du jargon d'avocat pour dire, ils ont joué au malin et ont mêlé votre nom à des affaires où ils n'avaient rien à faire. Je lui ai demandé sans détour ce que cela signifiait pour moi. Il m'a surprise en répondant tout aussi directement. Cela signifie, a-t-il dit, que nous corrigeons la situation. Nous reconnaissons par écrit ce qui était l'intention de vos grands-parents et ce qui s'est réellement passé avec votre nom et votre crédit. Cela signifie aussi, pour ma propre protection, que si quelqu'un vient un jour poser des questions, il y aura une trace claire que je leur ai conseillé de rectifier le tir. Nous avons passé la demi-heure suivante à examiner les mises à jour qu'ils pouvaient faire, des ajustements au plan successoral qui reflèteraient la valeur du chalet comme étant bien la mienne, même maintenant que je le vendais, un libellé clarifiant que toutes les dettes liées à certaines lignes de crédit étaient la responsabilité de mes parents et de mon frère, pas la mienne. Ils se protégeaient, bien sûr. Mais en faisant cela, ils me protégeaient aussi, peut-être pour la première fois. Quand j'ai quitté son bureau, j'ai eu l'impression d'avoir déplacé discrètement l'une des pièces les plus importantes de l'échiquier. Ma famille adorait avoir des gens comme Harold de leur côté. Maintenant, au mieux, il était neutre. Au pire, il était un témoin. Sur le trajet en bus pour rentrer, avec la ville qui défilait en gris et en vert, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé une boîte de statuts vide sur Facebook. Pendant des années, mes parents avaient utilisé les médias sociaux comme leur machine de relations publiques personnelles. Des photos de vacances parfaites au chalet. Ryan en costume sur mesure trinquant dans des bars sur les toits. Ma mère postant des selfies avec des légendes sur les bénédictions et la gratitude. Tout cela pendant que j'étais coupé du cadre dans la vie réelle. Je n'allais pas écrire une publication pour les dénoncer publiquement. Ce n'était pas mon style. Mais j'en avais assez de les aider à entretenir l'illusion. Alors j'ai tapé quelques lignes simples. Parfois, on grandit en pensant que certaines choses sont des cadeaux de famille, ai-je écrit. Alors qu'en réalité, votre nom et votre crédit étaient utilisés comme un filet de sécurité sans que vous ne compreniez jamais le risque. Cette année, j'ai enfin lu les petits caractères.
Je reprends ce qui m'appartenait légalement. Et je ne signerai plus jamais rien que je ne comprenne pas entièrement. J'ai cliqué sur publier. Pas de nom, pas de drame, juste la vérité. Sur un ton assez calme pour que quiconque extérieur à la situation le lise comme une vague réflexion. En quelques minutes, les commentaires ont commencé. De vieux amis, des camarades d'université, des gens qui me connaissaient mais qui connaissaient aussi mes parents à travers leur vie mise en scène ont réagi. Fier de toi que tu poses des limites. Ça me parle tellement. Il s'est passé quelque chose? Tu vas bien? Puis, les réactions que je savais les plus douloureuses. Quelques amis de l'église de ma mère ont commenté avec des émojis cœur et ont écrit des choses comme « Tu es si courageuse de parler, ma chérie. La famille peut être compliquée. Je prie pour toi. » En d'autres termes, la sympathie du public. La seule chose que mes parents ne pouvaient pas supporter de perdre. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère dans les 10 minutes. Qu'est-ce que cette publication est censée signifier? Retire ça tout de suite. Tu nous fais passer pour des monstres. Quelques minutes plus tard, un texto de Ryan, supprime ça. Les clients peuvent voir ce que tu publies. As-tu la moindre idée de la mauvaise image que ça nous donne à tous? J'ai fixé leur message, la manière frénétique dont ils se concentraient non pas sur ce qu'ils avaient fait, mais sur la façon dont cela pourrait être perçu. Pour la première fois de ma vie, je n'ai rien fait. Je n'ai pas supprimé la publication. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé là, un petit drapeau au milieu de mon fil d'actualité autrement calme. Ils avaient utilisé mon nom en privé pendant des années pour soutenir leur style de vie. Tout ce que j'avais fait, c'était commencer à utiliser ma voix en public pour le récupérer. Et à la façon dont ils réagissaient, on aurait dit que j'avais mis le feu à la maison. La vérité, c'est que je n'avais même pas encore commencé. Ryan s'est pointé 2 jours après que j'ai fait cette publication, martelant la porte de mon appartement comme s'il essayait de la faire sortir de ses gonds. Je venais de m'asseoir avec une tasse de café et mon ordinateur portable quand les coups ont commencé, suivi de sa voix criant mon nom dans le couloir. J'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer la majeure partie de la vue avec mon corps. Il a quand même jeté ce coup d'œil automatique à mon appartement, ses yeux balayant mes meubles de brocante et la pile de notes de jeu sur ma table avec ce même vieux tic de jugement dans sa mâchoire. « Tu trouves ça drôle ?» a-t-il lancé, agitant son téléphone devant mon visage. « Tu as complètement bousillé ma cote de crédit. Un client s'est retiré d'une affaire ce matin parce qu'ils ont fait une vérification de routine et ont vu une activité inhabituelle. Qu'est-ce que tu as foutu ? » Je lui ai dit calmement que je m'étais retiré de compte qui n'aurait jamais dû porter mon nom, que j'avais gelé une ligne de crédit que l'on m'avait fait signer sous la contrainte, que j'avais fermé une carte dont j'étais la titulaire principale sans mon consentement. Il a ricané comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. « Tu réagis de manière excessive, Jenna. » Ces choses étaient sous contrôle. Papa gérait ça. Nous les utilisions de manière stratégique. C'est ce que font les familles. Je lui ai rappelé la fois où il m'avait appelé en pleurant à 2 heures du matin parce qu'une affaire avait mal tourné et qu'il avait besoin que je signe, juste ce truc, pour ne pas tout perdre. Je lui ai rappelé les vacances, les dîners et les surclassements qui avaient été portés sur des comptes liés à mon numéro de sécurité sociale pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans cet appartement. Il n'a pas nié. Il a juste levé les yeux au ciel et a dit, tout finit par s'arranger. Tu en as profité aussi. Tu as pu venir au chalet, non ? C'est à ce moment-là que quelque chose a craqué en moi. J'ai reculé, j'ai ouvert la porte plus grand et j'ai montré mon minuscule salon. Tu vois un chalet ici, Ryan ? Tu vois un compte d'épargne engraissé par tes investissements ? Tu vois un seul des avantages dont tu es si sûr que j'ai profité ? Tout ce que je vois, ce sont des factures à mon nom et une famille qui pensait que je ne les lirais jamais. Il a rétorqué que je ruinais tout, que maman n'arrêtait pas de pleurer, que papa était furieux, que ça allait le suivre pendant des années. Tu vas me coûter ma carrière parce que tu n'as pas supporté une blague et quelques signatures, a-t-il dit, la voix montant. Ce n'était pas une blague quand tu m'as traité de raté devant tout le monde, ai-je dit doucement. Et ce n'était pas juste quelques signatures. C'était ma vie. Pendant une seconde, quelque chose comme de la culpabilité a vacillé sur son visage. Puis il l'a refoulé. Très bien, a-t-il lancé. Tu veux jouer à ça ? Je vais chercher papa. Il va t'expliquer. Il est parti sans attendre de réponse. 1 heure plus tard, on a frappé de nouveau. Plus doucement, mais d'une manière ou d'une autre, plus lourdement.
Quand j'ai ouvert la porte, mon père se tenait là, dans une chemise repassée et avec ce même masque calme qu'il utilisait avec ses clients, comme s'il s'agissait simplement d'une autre négociation. Il n'a pas demandé à entrer, il est passé devant moi et a pris la seule chaise décente comme si elle lui revenait de droit. Je suis resté debout. Jenna, a-t-il commencé, parlons comme des adultes. Tu as pris des décisions impulsives. Tu n'affectes pas que toi-même. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord pour parler comme des adultes. Les adultes lisent ce qu'ils signent. Les adultes ne cachent pas des dettes au nom de leurs enfants. Les adultes ne disent pas à leur fille qu'une maison est pour son avenir pour ensuite être choqués quand elle la traite comme telle. Sa mâchoire s'est crispée. Le chalet était un bien familial, a-t-il dit. Nous le gérions pour toi. Tu n'avais aucune idée de comment gérer financièrement quelque chose comme ça. Nous sommes intervenus pour te protéger. Non, ai-je dit, vous êtes intervenus pour l'utiliser. J'ai fait glisser le dossier que j'avais rapporté de chez Maya et Harold de la table et je l'ai ouvert, étalant les copies de l'acte de propriété, les relevés de la ligne de crédit et les notes d'Harold sur la mise à jour du plan successoral. J'ai montré le testament de mes grands-parents, la ligne qui laissait la propriété explicitement à moi. Je lui ai montré où mon nom avait été tissé dans des prêts et des comptes qui n'avaient rien à voir avec moi. Pour la première fois depuis qu'il était entré, il n'a pas eu de réponse rapide. Il a parcouru les pages, ses yeux se déplaçant plus rapidement sur les parties avec l'entête d'Harold. Quand il a réalisé qu'Harold avait accepté de corriger les documents, de clarifier par écrit qui était responsable de quoi, une rougeur lui est montée au cou. « Tu es allé voir Harold » a-t-il dit lentement, sans nous. J'ai haussé les épaules. « Tu lui fais confiance, n'est-ce pas ? C'est le meilleur. C'est ce que tu as toujours dit à tout le monde. » Il a posé les papiers et s'est pincé l'arête du nez. « Très bien, » a-t-il dit, la voix plus basse. Peut-être que nous avons brouillé quelques lignes au fil des ans. Mais tu fais un spectacle de tout ça. Cette publication que tu as faite, les appels que nous recevons, les questions. As-tu la moindre idée du mal que je me suis donné pour bâtir notre réputation ? Je lui ai dit que sa réputation était son problème. Ma seule préoccupation était mon nom, mon crédit, mon avenir. Il a alors essayé un angle différent, plus doux. Nous sommes tes parents, Jenna. Les familles partagent les risques. Nous t'avons aidé quand tu en avais besoin. Nous avons couvert des choses. Nous t'avons prêté de l'argent. Je lui ai demandé s'il avait des documents prouvant des prêts à mon nom qui ressemblaient de près ou de loin à la paperasse méticuleuse jointe à chaque faveur que j'avais jamais faite pour eux. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a soupiré et s'est penché en arrière, passant à ce qu'il pensait probablement être son atout maître. « Que veux-tu ? » a-t-il demandé. « De l'argent ? Des excuses ? Tu veux qu'on signe quelque chose ? Dis-moi juste ce qui fera disparaître tout ça et nous pourrons en parler. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai réalisé que c'était la différence entre nous. Il pensait que tout avait un prix. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'argent pour me taire. Je ne voulais pas d'un règlement secret ou d'une promesse en coulisses. Je voulais que les comptes soient réglés, ce qui était déjà en cours. Je voulais que le plan successoral reflète la réalité, ce sur quoi Harold travaillait. Et je voulais qu'ils arrêtent de parler de moi comme si j'étais à la fois un fardeau et un plan de secours. Je voulais me retirer de la partie financière de notre famille. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. « Tu ne peux pas simplement te retirer de la famille, Jenna » a-t-il dit. « Vous l'avez déjà fait » ai-je répondu. « Vous m'avez retiré quand vous m'avez invité à dîner juste pour vous moquer de moi. Là, je rattrape juste mon retard. » Pendant un long moment, l'appartement fut silencieux, à l'exception du bourdonnement de mon réfrigérateur. Puis son téléphone a vibré. Il a baissé les yeux et j'ai vu le nom de ma mère s'allumer sur son écran avec un aperçu de son texto, « Les acheteurs emménagent déjà dans notre chalet. Les gens posent des questions. S'il te plaît, règle ça. » Il s'est levé brusquement, l'air plus vieux que je n'en avais l'habitude. « Tu as fait une grave erreur, » a-t-il dit. « Nous verrons quelles sont nos options. » Je lui ai dit que c'était très bien, que j'avais gardé chaque courriel, chaque document, chaque capture d'écran, et que Harold et Maya en avaient tous deux des copies. Pour la première fois, j'ai vu mon père réaliser que l'équilibre du pouvoir avait changé. Il est parti sans claquer la porte, ce qui, d'une manière ou d'une autre, semblait pire. Cette nuit-là, ma mère m'a appelé 3 fois et a laissé 3 messages vocaux différents. Dans le premier, elle était furieuse,
m'accusant de trahison. Dans le deuxième, elle sanglotait en disant que leurs traditions estivales étaient ruinées, que le chalet avait été le cœur de la famille. Dans le troisième, sa voix était faible et vive d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, alors qu'elle chuchotait que des gens de l'église lui envoyaient ma publication, qu'elle ne savait pas quoi dire, qu'ils étaient peut-être allés trop loin. Je les ai écoutés une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre table. Pendant des années, leur sentiment avait été la météo dans notre maison, contrôlant ce que tout le monde était autorisé à ressentir. Pour une fois, c'était à eux d'affronter la tempête, pas à moi. Et sous toute leur colère et leur panique, sous les menaces et les culpabilisations, il y avait une simple vérité qu'ils étaient enfin forcés de regarder en face, sans mon nom pour soutenir discrètement leur vie parfaite, ils allaient devoir se débrouiller seuls. Ce qui est drôle avec les conséquences, c'est qu'elles n'arrivent pas toutes d'un coup, comme une grande explosion cinématographique. Elles s'insinuent par le biais de courriels, de documents révisés et de conversations gênantes dans des bureaux que vos parents avaient l'habitude de dominer. Une semaine après que mon père soit sorti de mon appartement, Harold m'a appelé lui-même. Sa voix était posée, mais il y avait une pointe de quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. Il m'a dit qu'il avait rencontré mes parents, qu'il leur avait expliqué les changements qu'il apportait. Le plan successoral avait été mis à jour pour refléter ce que mes grands-parents avaient réellement écrit toutes ces années auparavant, et non la version que mes parents avaient lentement transformée en quelque chose de plus pratique. La valeur du chalet, désormais vendu, était enregistrée comme quelque chose que j'avais déjà reçu et contrôlé, et non comme un vague bien familial qu'il pouvait brandir chaque fois qu'il se sentait généreux. Les lignes de crédit étaient annotées pour préciser à qui elles appartenaient. Si jamais quelqu'un posait la question, il y aurait une trace écrite disant que j'avais demandé des éclaircissements et qu'ils l'avaient encouragé. Traduction, si mes parents essayaient de m'entraîner dans un pétrin juridique, il l'entraînerait lui aussi. Et il n'allait pas laisser faire ça. Avec cette pièce en place, je me suis permis de respirer. Quand l'argent du chalet est arrivé sur mon compte, je ne suis pas parti dans une virée shopping pour me venger. J'ai remboursé la dernière de mes propres dettes légitimes. J'ai mis de l'argent de côté pour les impôts parce que Maya m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je t'aime, mais le fisc se fichera de tes drames familiaux. » Puis j'ai fait une chose juste pour moi. J'ai signé le bail d'un petit studio lumineux dans un immeuble non loin de mon appartement, un endroit avec de grandes fenêtres et des parquets usés où je pouvais vraiment étaler mes idées de jeu sans les faire tenir en équilibre sur le bord de ma table de cuisine. La première fois que j'ai déverrouillé cette porte et que je suis entré dans une pièce qui était la mienne et non la nôtre ou celle de la famille, j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, une tension que je ne savais même pas présente. J'ai accroché quelques croquis encadrés de jeux sur lesquels j'avais travaillé, j'ai posé mon ordinateur portable sur un bureau d'occasion et j'ai envoyé une photo à Maya. Elle a répondu par 3 mots, il était temps, Jenna. De l'autre côté de la ville, chez mes parents, les choses étaient différentes. Ryan a dû abandonner le luxueux appartement dont il était si fier et déménager dans une maison de ville plus petite. Certains clients sont restés, d'autres se sont discrètement tournés vers d'autres conseillers qui n'avaient pas des activités inhabituelles, planant sur leur dossier. Ma mère postait toujours sur Facebook et Instagram, mais le ton avait changé. La vantardise constante s'était adoucie en quelque chose de plus prudent, comme si elle était consciente que les gens lisaient maintenant entre les lignes. Un après-midi, quelques semaines après tout ça, elle m'a envoyé un message pour me demander si nous pouvions nous voir dans un endroit neutre, juste nous deux. J'ai accepté à certaines conditions, pas de discussion d'argent, pas de culpabilisation, pas de prétention que rien ne s'était passé. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Elle paraissait plus petite sans l'armure de notre maison autour d'elle. Pendant 1 minute, nous sommes restés assises là à remuer nos boissons, le silence entre nous rempli de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites. Puis elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle s'est excusée. Pas le genre de demi-excuses avec lesquelles j'avais grandi, la manœuvre du « je suis désolé si tu l'as ressenti comme ça ». De vraies excuses. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir ri de moi au dîner. Elle était désolée de l'avoir appelé pitié alors qu'en réalité, c'était du contrôle. Elle était désolée d'avoir signé en mon nom sans penser à ce que cela me coûterait. Elle a dit qu'elle avait passé des années à se dire qu'il m'aidait, que c'était pour mon bien, parce que cette histoire rendait plus facile d'ignorer la façon dont il m'utilisait. J'ai écouté. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Quand elle a eu fini, je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que les mots n'allaient pas tout remettre à zéro comme par magie. Je lui ai dit que je ne les coupais pas complètement de ma vie,
mais que la version de moi à laquelle ils étaient habitués, celle qui signait tout ce qu'on lui mettait sous le nez pour maintenir la paix, avait disparu. Désormais, pas de compte joint, pas de « faveur » qui ressemble à la ligne de crédit d'urgence familiale, plus question d'utiliser mon travail ou ma vie comme une blague pour qu'ils se sentent mieux. S'ils voulaient une relation avec moi, ce devrait être à des conditions qui n'exigeaient pas que je me rabaisse. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, et pour une fois, elle n'a pas discuté. Mon père a mis plus de temps. Il n'a jamais prononcé les mots « je suis désolé ». Pas exactement. Mais il a cessé d'essayer de me convaincre que j'avais réagi de manière excessive. Quand nous avons finalement parlé, des mois plus tard, il a admis qu'il avait supposé que je ne protesterais jamais, qu'il ne pensait pas que je remarquerais la façon dont les choses étaient organisées, parce que l'argent ne t'a jamais intéressé. Je lui ai dit que ne pas se soucier de l'argent et ne pas se soucier qu'on vous mente étaient deux choses très différentes. Nous ne sommes pas une famille chaleureuse du genre à tout régler avec des câlins maintenant. Il y a encore des silences étranges dans les conversations, encore un fossé entre le monde qu'ils ont construit et celui que j'ai choisi. Mais il y a aussi quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant, des limites. Ils se tiennent de leur côté avec leurs choix. Je me tiens du mien avec les miens. Voici la chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années, la chose que je veux que vous entendiez si une partie de ceci vous semble familière, la famille peut être une source d'amour et de soutien, mais cela ne leur donne pas des droits illimités sur votre temps, votre énergie ou votre signature. Être parent avec quelqu'un ne signifie pas que vous lui devez votre code de crédit, vos économies ou votre silence. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de lire les petits caractères, de poser des questions inconfortables et de dire « non » quand tout le monde s'attend à ce que vous disiez « oui ». Cela ne fait pas de vous une personne ingrate. Cela fait de vous une personne responsable. Cette histoire n'est pas un conseil juridique, et si vous êtes confronté à une situation similaire, vous devriez absolument parler à un véritable avocat ou à un conseiller financier avant d'agir. Mais j'espère que cela vous rappelle ceci, vous n'êtes pas un filet de sécurité, et vous n'êtes pas une blague. Vous avez le droit de dépasser le rôle que votre famille a choisi pour vous. Vous avez le droit de reprendre votre nom. Et si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et conserver votre respect de vous-même, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à choisir.